Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour vous qui êtes là pour la première fois, vous êtes sur la Diaspora, la chaîne des entrepreneurs africains. Nous sommes le 8 mars. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée internationale des droits de la femme. Abusivement, certaines personnes disent la journée de la femme, mais c'est plutôt la journée internationale des droits de la femme. Donc, dans cette vidéo, nous avons une invitée de marque et nous allons parler respectivement des conditions de la femme dans la société africaine de nos jours, de l'entrepreneuriat et des métiers d'auditrice, de certificatrice. Donc, comme je le disais, nous avons une invitée de marque. Elle est ingénieure agronome de profession. Elle se nomme Madame Kwasi Olga, actuelle directrice générale de la société Bureau Normes Audit BNA, en abrégé. C'est le premier organisme de certification accrédité ISO 17021 et ISO 17065 en Afrique subsaharienne francophone. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Madame Kwasi est mariée et mère de 4 enfants. Première femme ivoirienne auditrice certifiée en management de la qualité. Et c'est un réel honneur de l'avoir avec nous. Bonjour madame et bienvenue. Vous allez bien, j'espère. Merci beaucoup, je vais très bien. Super, c'est toujours un plaisir de vous avoir parce que pour ceux qui nous suivent sur la chaîne, nous avons déjà eu à faire un premier interview dans le cadre d'une foire professionnelle. C'est même à travers ce salon-là que l'on s'est rencontrés. C'était le salon Fruit Logistica. Donc, nous avons eu un petit entretien pour avoir un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ce salon-là, votre retour à chaud. Et aujourd'hui, nous allons parler précisément de la condition de la femme, étant donné que c'est le 8 mars. En quelques minutes, pouvez-vous nous dire, de vos propres mots, qui est Madame Kwasi? Mais je pense que vous l'avez déjà bien dit. Donc, je suis Olga, née à Sauvier, épouse Kwasi. D'accord. Et vous l'avez dit, je suis ingénieure agronome de formation. Je suis experte qualité depuis un peu plus de 25 ans à peu près. Ah ouais. Euh, voilà, donc je suis dans la qualité et je dirige Bureau Normes Audit, qui est l'organisme de certification dont vous avez parlé tout à l'heure. D'accord. Très bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Que représente pour vous la journée du 8 mars? Alors, vous l'avez bien mentionné déjà d'entrée de jeu. La journée du 8 mars, c'est la journée pour la défense des droits de la femme. Donc, c'est une occasion pour nous de passer en revue l'état actuel des droits. Est-ce que les Mhm, droits de la femme sont amplement euh, obtenus? Est-ce que mhm, la femme arrive à jouir de l'entièreté de ses droits dans la société, dans le milieu professionnel, hein, mhm. et au niveau politique également? C'est vraiment Tout à fait. l'occasion de se poser ces questions-là et surtout de voir quelles sont les améliorations à apporter pour que la femme, au niveau professionnel, social ou politique, soit de plus en plus épanouie parce qu'on sait que la femme, c'est le socle de la La société. société, effectivement. Alors pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous dire également vos impressions dans les commentaires et partager la vidéo pour que nous puissions ensemble profiter des précieux conseils qu'elle va nous partager aujourd'hui. Donc, d'un point de vue social, que pensez-vous de la place de la femme dans la société africaine de nos jours, et précisément en Côte d'Ivoire, puisque c'est le pays dont vous êtes originaire? Tout à fait, merci. Alors, au niveau africain et particulièrement en Côte d'Ivoire, la femme joue un rôle euh, d'éducatrice, D'accord. de, d'aide Mhm. euh, au développement de la famille, mais Mhm. surtout, la femme est un socle pour moi. La femme est le socle de la famille parce que c'est celle-là. Bon, je parle de la famille d'abord parce que tout naît de la famille. Donc, la femme Effectivement. est celle-là vraiment qui donne la vie, Mhm. hein, qui porte et donne la vie et qui est dès les premiers moments de la vie de l'être humain, que ce soit un homme ou un garçon ou une fille, est aux côtés
de l'enfant pour lui apporter tout ce dont il est nécessaire pour son plein épanouissement et pour sa réussite dans la société. Donc, pour moi, la femme est un socle. Donc, elle est un socle dans ce milieu-là, au milieu familial, mais de plus en plus également, la femme arrive à démontrer sa place importante dans la société, donc au niveau Effectivement. social, économique, hein, et voire même politique. J'aimerais sur la question suivante à propos de ça. Est-ce que vous pensez que comparativement aux années précédentes, il y a des avancées significatives en matière de représentation de la femme dans ces secteurs que vous avez cités, à savoir, par exemple, le secteur politique, économique et social? Parce que, quoi que l'on dise, la société africaine a été quand même en prise à un fort patriarcat qui faisait en sorte que les femmes étaient assez sous-représentées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même observer des avancées par rapport à ça? Oui, moi, j'observe et je note qu'il y a beaucoup d'avancées dans la mesure où il y a des dizaines d'années en arrière, c'était pas évident pour, Mhm. dans une famille que systématiquement, dès qu'une fille ait l'âge d'aller à l'école, elle soit mise à l'école. Ça, c'est déjà Mhm. une première avancée parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toutes les familles, même avec les recensements et les statistiques qu'on a au niveau de la Côte d'Ivoire, on a un niveau de parité au niveau scolaire qui est très satisfaisant, hein, qui vise les 1,02. Ah, Hein. c'est plutôt Toutes les filles, satisfaisant. voilà. Donc, Mhm. toutes les filles sont mises à l'école sans, et ont le droit d'aller à l'école et sont sensibilisées, les familles sont sensibilisées à mettre les filles à l'école. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez satisfaisant, c'est très satisfaisant. Ça, c'est au niveau de la scolarisation. Mhm. Maintenant, au niveau professionnel, donc dès le moment, ça c'est le début, parce que dès Mhm. le moment où la fille est mise à l'école et qu'elle puisse démontrer qu'elle est aussi intelligente ou même parfois, peut-être même, parfois un Plus peu plus intelligente. intelligente que les hommes, dès qu'elle peut le démontrer, bon, elle arrive à avoir tous les diplômes Mhm. qu'elle peut avoir et de ce point de vue-là, accéder aux différentes fonctions, travailler dans les domaines. On a aujourd'hui des femmes dans l'aviation, on a les femmes dans le génie civil, elles arrivent à être représentées dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est déjà un bon pas. Hein, Un de, très grand pas, parce que dans les années antérieures, les femmes n'avaient pas toujours cette possibilité-là. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est un très grand pas on le constate. Bon, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays que je connais le plus, parce que c'est là où je vis. Mhm. Et ensuite, au niveau politique, il y a aussi dernièrement des lois qui ont été prises pour sensibiliser à avoir un certain niveau. Je pense qu'on est à 35% minimum, d'avoir un minimum de 35% de Mhm. femmes au niveau de toutes ces instances-là, que ce soit politique, sociale, etc., c'est un Social. encouragement. Donc voilà, donc les choses avancent très bien, hein, c'est assez positif. Mais ce positif ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Pas de problème. négatif. Ah C'est ça. oui. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits problèmes ou de choses encore nécessaires à améliorer, mais je pense que toutes les bases sont là pour que la femme puisse s'épanouir dans ses niveaux, au niveau de toutes ses couches. Super, c'est encourageant d'entendre ça parce que bon, moi personnellement je vis pas encore en Afrique pour le moment, je suis toujours en France, donc dans la diaspora, et c'est vrai que quand on vit un peu à distance, on n'est pas très ancré par rapport aux réalités du terrain et surtout les avancées qui se font. Donc je pense que ce que vous dites c'est assez intéressant et ça peut être une source de motivation pour ces jeunes femmes-là qui sont en Afrique aujourd'hui, de se dire il y a des ouvertures, il y a des opportunités pour elles et qu'elles ne doivent pas se limiter à leur statut de femme, mais plutôt s'engager à la fois dans différentes couches sociales, d'un point de vue peut-être humanitaire, politique, économique et en affaires. Parce que le prochain point sur lequel on va parler, c'est l'entrepreneuriat.
Allons-y. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une solution viable pour l'autonomisation des jeunes femmes africaines, selon vous? Je dirais même très viable. Très Ok. viable, l'entrepreneuriat, oui, très viable parce que euh, les femmes arrivent, hein, de ce qu'on constate, hein, elles arrivent à démontrer un certain sérieux quand elles sont en affaires. Effectivement. Et elles ont naturellement des qualités qui sont importantes pour l'entrepreneuriat Ça, parce que c'est la vrai. femme de nature est prudente. Hmm. Elle a des risques calculés. C'est pas La faux. femme de nature un peu plus organisée. Ouais. Et tout ça, ce sont en fait la femme à la maison, elle est entreprenante. Ce que Mhm. la femme fait à gérer son foyer, c'est la même chose dans une autre dimension que gérer une société. Donc, Mhm. elle a naturellement les qualités qui font d'elle un bon manager C'est quand pas elle faux. se donne les moyens. Mhm. Donc, on devrait davantage encourager les femmes dans l'entrepreneuriat parce que, bon, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement du management, c'est avant tout euh, un métier ou un service qu'on va offrir. Donc, il faut qu'elle apprenne à faire ce service-là. Il faut Effectivement. elle se forme sur ce qu'elle veut offrir comme bien ou service. Une fois que ça c'est fait et qu'elle est elle-même compétente pour le faire, Mhm. ensuite, autre aspect de management pour enrober et bien habiller la chose, elle l'a un peu au fond naturellement. C'est vrai, Parce je que suis bien d'accord. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, hein, mais nos chers hommes qui nous écoutent, parfois quand ils ont en face des femmes, je sais pas, hein, vous êtes chef d'entreprise et peut-être vous avez déjà vécu ça, parce que moi aussi j'ai mon entreprise. Face à certains hommes, il y a une certaine gêne. Moi, il m'est déjà arrivé, hein, je l'avoue, qu'un homme me dise pourrais-je parler au responsable. Je dis mais en fait c'est moi la responsable. Donc il y a un petit peu ce rapport-là pour certains hommes, attention je précise, qui ne supportent pas forcément que la femme incarne la responsabilité d'un chef d'entreprise. Est-ce que, selon vous, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quand même retrouver aujourd'hui en Afrique encore? oui, il y a des clichés qui sont difficiles à éliminer parce que on a toujours été habitué dans notre esprit, dans notre éducation ou traditionnellement que la Mhm. femme soit à la maison. Et Effectivement. quand elle sort pour travailler, elle sort pour travailler et rentrer à la maison dans un cadre bien défini. Vous voyez, on vient un peu de loin. Il fallait d'abord qu'on accepte qu'elle aille à l'école. Elle Ouais. va à l'école, il faut encore qu'on accepte qu'elle travaille à l'extérieur de la maison. Elle Mhm. travaille à l'extérieur de la maison, il faut ensuite, petit à petit, qu'on accepte qu'elle mette en place une structure, qu'elle la dirige et que parfois, elle commande en griffe les C'est hommes. ça. Donc, Oui, tout oui, c'est ça, ça. il faut être patient. Oui, C'est petit à petit, ça va effectivement. venir. Non, mais c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, hein. Moi, je pense que c'est finalement un processus. Comme vous dites, on sort de très très loin, hein. Moi, personnellement, ma grand-mère, elle m'a toujours dit que nous, aujourd'hui, on a la chance et elle aurait voulu avoir cette chance d'aller à l'école. Sauf que ça ne lui avait pas été donné. Donc, elle nous encourageait depuis notre tendre enfance à vraiment se consacrer aux études. C'était comme si elle se projetait à travers nous pour un rêve, une carrière que finalement elle n'a pas pu avoir. Voilà. Mais pourtant, elle a joué un très beau rôle en vous éduquant. Effectivement. Et je la remercie d'ailleurs. Et toutes mes mamans. Donc, parlons donc des challenges aujourd'hui des femmes qui se lancent dans les affaires. Selon vous, en Afrique, hein, parce que comme je le dis souvent sur cette chaîne et vous qui me suivez, vous le savez que les codes culturels en affaires sont différents d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et donc, pour ce qui concerne l'Afrique, quels sont selon vous les trois gros challenges des femmes qui se lancent en affaires, celles qu'on appelle les businesswomen aujourd'hui? Alors, bon, je vais dire le premier challenge qui se présente à la femme,
qui entreprend, parce que lorsqu'on entreprend, il ne faut pas qu'on se trompe ou qu'on se leurre que lorsqu'on entreprend, on a beaucoup de temps à revendre. Ça prend beaucoup de temps parce que il faut s'investir beaucoup pour obtenir des résultats. Mhm. Donc, ça prend beaucoup de temps à la femme. Et donc, le premier challenge qui se présente à elle, c'est l'équilibre, la gestion, comment concilier sa Mhm. vie familiale et sa vie professionnelle. Parce que pour une femme qui a une famille, c'est-à-dire qui est mariée et qui a des enfants, elle a toujours ce premier rôle qui lui est vital, qui est Mhm. aussi de bien gérer sa famille. C'est sa famille, effectivement. Et il y a des choses que il n'y a qu'elle qui puisse le faire au sein du foyer. Et Voyez. elle doit pouvoir toujours assumer ce rôle-là Mhm. et développer aussi ce qu'elle est en train d'entreprendre, ce qui Mhm. prend du temps. Donc, c'est vraiment cet équilibre, cette gestion. Garder à l'esprit son premier rôle, son premier devoir, pour ne Mhm. pas se laisser embourber et emballer par l'entreprise parce que ce qu'on entreprend, on n'entreprend pas, bon, ça dépend hein, des valeurs de chacun, mais on n'entreprend pas pour être très riche, euh, pour avoir une grande société, rien que pour cela, il y a un but derrière cela. On peut bâtir une grande société, on peut entreprendre pour être riche, mais il faut que derrière cela, il y ait un objectif. Il y a un but à cela. Et il Mhm. ne faut pas que ce but-là soit dissocié de l'objectif qu'elle a de faire réussir sa famille, La de famille. s'occuper de sa famille. Et quand ces deux-là sont déconnectés, bon, elle peut se laisser aller et mettre en second plan ou abandonner ce premier devoir. Et puis après, à un certain moment, peut-être de sa vie, elle se pose des questions, ai-je fait le bon choix? Le, le bon choix. Je comprends parfaitement. Donc, le premier gros challenge, c'est plutôt de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Justement, après, on va en parler pour savoir, vous, personnellement, comment vous le faites. Et effectivement, et quand on l'entreprend et qu'on n'a pas une vie de famille, je pense que les responsabilités ne sont pas les mêmes que lorsqu'on a une vie de famille, des enfants, etc. Voilà, quand on est sanglotant, il suffit de prendre sa valise et de partir. Voilà, on peut décider d'aller au bout du monde, de rencontrer des partenaires, de travailler jusqu'à des heures tardives. Mais quand on a monsieur et les enfants à la maison, il y a des choses qu'on peut pas se permettre aussi. Donc, je pense que même aussi dans ce sens, faudrait quand même aussi avoir le bon conjoint. Et pour vous, les femmes entrepreneurs, faites le bon choix. Ça, c'est la petite parenthèse. Parce que si vous avez un homme qui ne supporte pas vos activités d'entrepreneur, ça peut être un peu très dérangeant. Autre challenge pour vous, selon vous, pour nous qui faisons les affaires, quels peuvent être les autres challenges, Cet hormis aspect-là. cet aspect-là? Les autres, le deuxième challenge, le deuxième défi qui se pose à elle, qui est un défi qui se pose aussi parfois aux hommes hein, et particulièrement aux PME, c'est le financement. On est en Afrique. C'est le financement de ce qu'on va faire. Bon, il y a beaucoup d'initiatives, il y a aussi beaucoup de discours, mais Mhm. dans la réalité, sur le terrain, ce n'est pas toujours ce qu'on espère. Mhm. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'il y a certaines aptitudes de la femme qui aident, c'est qu'elle est obligée d'avoir des pas calculés, hein, Mhm. parce que le financement n'est pas forcément là. Il faut y aller petit à petit, être patient. Peut-être que ça forme aussi, peut-être que c'est pas plus mal, mais peut-être qu'on aurait pu atteindre des niveaux beaucoup plus élevés si on avait cette facilité de De financement financement. qu'on rencontre sous d'autres cieux. Donc, ça, D'accord, c'est le deuxième défi qui peut se d'accord. poser à elle. Mais bon, ce deuxième défi-là n'est pas exclusif Zif aux au- Vivre aux femmes, c'est un peu valable pour l'ensemble des entrepreneurs, que l'on soit homme ou femme, effectivement, quand on se lance. Bon, après, ça va dépendre aussi du type de business, parce qu'il y a des business où on peut se lancer et ne pas avoir besoin d'énormément d'argent.
Mais par exemple, pour moi qui fais du négoce, il faut quand même un certain capital pour se lancer parce que voilà, c'est souvent de très grosses quantités. Donc si on doit acheter pour revendre, il faut avoir de la liquidité. Et croyez-moi, je le confirme par rapport à ce que Madame Poissy dit, c'est pas évident d'avoir des financements. Mais bon, on aime l'entrepreneuriat et puis voilà, le but c'est de se battre et de croire à son rêve. Dernier challenge selon vous pour nous qui se lançons en entrepreneuriat en tant que femmes, qu'est-ce qu'est-ce qui peut voilà, être challengeant pour nous? Dernier challenge, c'est que en tant que femme, on est peut-être parfois dans certains secteurs à prouver deux fois plus parce Ah, qu'on n'a pas tout de suite cette première confiance qu'on aurait accordée tout de suite à un homme naturellement. ça Il vous va rend falloir faire ses preuves et ça effectivement. nécessite pour elle de travailler un peu plus, euh, d'être plus rigoureuse pour maintenir les résultats, d'abord pour prouver qu'elle en est capable et pour maintenir. Et donc ça aussi, c'est, bon, ça peut être spécifique à la femme de pouvoir démontrer un peu plus pour se positionner ou se faire accepter dans le secteur où elle veut intervenir. Ça, je suis bien d'accord, hein. Parfois, on est obligé de mettre un peu la veste de la femme, voilà, un peu la Margaret Thatcher pour se faire respecter et avoir un petit peu du crédit face à nos partenaires qui sont hommes et font un peu du machisme, un peu, c'est un peu insinueux, c'est pas très très voyant, mais il y a quand même un peu cette réticence là et je comprends parfaitement hein, ce que vous dites par rapport à ça. Et nous allons revenir par rapport enfin, au challenge majeur que vous avez cité, celui de pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc, de votre propre expérience, comment vous arrivez à vous organiser? Parce que vous avez dit que vous avez 25 ans d'expérience, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous avez un cabinet à gérer, beaucoup de travail, j'imagine. Comment vous faites au jour le jour pour assumer ces différentes responsabilités et garder l'équilibre en fait? Alors, la première chose, avant tout, hein, c'est quelles sont tes valeurs. Hein, ce sont les valeurs. Les valeurs nous permettent avant tout de pouvoir déterminer qu'est-ce qui a du sens pour nous dans tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va nous faire plaisir à la fin du film. Et alors, une fois qu'on a bien spécifié ça, qu'est-ce qui a du sens pour nous, on s'est priorisé pour savoir, priorité numéro un dans ma vie, c'est quoi? Est-ce l'entreprise ou est-ce ma famille? Ah, ouais. Voilà. Donc, il faut savoir définir les priorités. Donc, une fois qu'on a défini ces priorités-là, qu'on sait euh, à la fin du film ce qui va avoir du sens pour moi, on s'organise autour de ces priorités. Mais en même temps, on sait que la priorité numéro 2, étant donné que j'entreprends, ma entreprise a de l'importance pour moi. Mhm. Donc, je vais être obligée de pouvoir mettre en place un dispositif de gestion de mon temps qui me permette de l'utiliser efficacement Mhm. dans un premier temps, donc de l'utiliser efficacement. Ensuite, apprendre à se donner des limites, Mhm. se donner des limites, se donner C'est- des limites, surtout par rapport au travail. Quand je sais que ma famille a de l'importance pour moi et qu'avant tout, tout ce que je le fais pour le bien de ma famille, autour de ma famille, également pour le bien de la société où je, je me déploie, Mhm. je dois faire en sorte que certains aspects ne prennent pas, n'empiètent pas sur d'autres. Donc, il va falloir définir des moments de vie en famille dont on est jaloux, en fait. Qu'on D'accord. ne laisse pas, euh, qu'on ne laisse pas le travail venir investir. Investir la famille. Voilà. Par exemple, c'est de se dire, quand je quitte le bureau, que j'ai fermé mon ordinateur, il est fermé. Il ne va pas être ouvert à la maison. Ah Quand, oui. Ah, ça, euh, c'est difficile à faire quand même, hein.
Parce qu'on dit que quand on est entrepreneur, notre entreprise nous suit partout, même dans le sommet, on se dit, ah oui, est-ce que j'ai réglé telle facture? Est-ce que tel client, il va signer tel contrat? Comment c'est vraiment possible de faire ça? C'est ce qu'on pense. On pense qu'on ne peut pas se déconnecter, mais en réalité, on peut se déconnecter. Les choses, j'écoutais d'une conférence d'une autre dame qui est aussi très occupée dans la vie sociale et économique, qui disait par exemple que avant, quand on n'avait pas de cellulaire, on arrivait bien à avoir une vie. Bien sûr, On ne pouvait déconnecter, on n'était pas obligé d'être connecté à tout moment 24 heures sur 24 heures pour être jointe. On pouvait effectivement. être jointe le lendemain. Oui, oui. C'est pas pour autant que la terre a tremblé ou que le ciel nous est tombé sur la tête. Donc, tout peut se gérer. C'est une question, en fait, d'habitude et d'éducation. En fait, c'est ces petites limites-là qu'on apprend à se fixer et on y arrive quand on décide de le faire. Bon, c'est vrai qu'une fois en passant, on peut ouvrir, pardon, son ordinateur pour telle ou telle raison, une fois en passant, mais à l'habitude, c'est quand j'ai fermé mon ordinateur que je rentre chez moi, je suis moi à la maison. D'accord. Ça, c'est un très bon conseil pour moi. Ma Je- famille, c'est le D'accord. moment de ma famille. En ce moment-là, je ne dois pas laisser justement, et quand je suis au travail aussi, je me concentre à mon travail. En ce moment-là, je ne laisse pas d'autres distractions venir m'empêcher de faire mon travail pour empiéter sur le temps de ma vie familiale après. Ou être obligé D'accord. de rester tard parce que j'ai passé mon temps à papoter, à aussi par là. Donc, en fait, il faut être organisé quand on a défini ces Mhm. priorités-là C'est et puis priorité. à les respecter, de sorte à ce D'accord. que la famille sente son importance dans votre vie. Et de ce point de vue-là, elle va être une aide pour vous. Elle ne va pas Mhm. voir votre entreprise comme un obstacle, mais plutôt comme un moyen à toute la famille À l'épanouissement familial, en à fait. l'épanouissement familial, parce que votre réussite sera aussi la réussite des autres membres de la famille. Non, mais moi, je comprends même particulièrement ce que vous dites hein, par rapport à ça. Effectivement, ça va dépendre des valeurs parce qu'il y a certaines personnes, hormis même le fait d'être entrepreneur, même comme on le dit, hein, il y a des personnes qui ont un profil assez carriériste. Donc, ils vont se concentrer que sur le travail au début de la vie familiale. Donc, du coup, à un moment donné, ça crée un déséquilibre. Ce qui fait que, côté familial, parfois, on a des enfants qui voilà, sont un peu livrés à eux-mêmes et qui finissent avec une éducation un peu parachevée ou alors une femme ou un homme qui décide de plier bagage parce qu'il n'en peut plus. Donc effectivement, je pense que quand on est entrepreneur, on doit pouvoir faire la part des choses, se mettre des limites, s'autodiscipliner aussi. Hein. Je pense que c'est ça, c'est le plus gros challenge, s'autodiscipliner, de se dire que bah, quand je suis au bureau, j'ai ma casquette de chef d'entreprise et une fois je traverse la maison, je suis maman, je suis la femme de quelqu'un et voilà, je dédie ce temps, ces moments de qualité à ma famille. Mais après, si on n'a pas ces valeurs-là, c'est clair qu'on va prioriser le travail. Mais bon, chacun est libre de ses choix. D'ailleurs, pour vous qui nous suivez en ce moment, dites-nous en commentaire, vous, à notre place, vous auriez préféré la famille au travail ou vous seriez plutôt à faire l'équilibriste comme elle nous a dit. Voilà, dites-moi en commentaire. Si vous entreprenez aussi, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience dans les commentaires pour nous dire comment vous y arrivez. Est-ce que vous avez la même démarche que notre invité du jour? Donc, nous allons parler des métiers de la certification. Ça devient intéressant parce que c'est des métiers auxquels on n'y pense pas toujours. Et aujourd'hui, notre invité va nous parler un peu plus de ce qu'est le métier d'auditeur. Donc, en quoi ça consiste et quel est selon vous le parcours idéal pour embrasser une telle carrière en fait dans le domaine de la certification? D'accord. Alors, la certification consiste à évaluer une entreprise par rapport à un service qu'elle rend ou à un produit qu'elle fabrique pour pouvoir déterminer si ce bien ou ce service est produit
selon certaines exigences qui Mhm. sont préalablement définies. Donc, elle est certifiée sur la base d'une exigence bien connue ou d'une norme bien connue. Et donc, D'accord. notre métier consiste à faire cette évaluation. Donc, nous sommes organisme de certification. Donc, on intervient lorsque l'entreprise elle-même estime qu'elle produit ou elle exerce selon les normes. Et c'est en ce moment-là qu'elle fait appel à un bureau norme audit. Et selon la norme sur laquelle elle veut être certifiée, on va faire donc l'évaluation. Et si Mhm. l'évaluation est satisfaisante, on lui délivre un certificat. Donc, c'est une évaluation tierce partie, c'est-à-dire indépendante, Mhm. qui permet d'attester pour elle que tout son processus se déroule selon la norme pour laquelle elle a souhaité être certifiée. Donc, elle permet, ce certificat permet de donner confiance à ses clients, à ses consommateurs ou à la société de ce qu'elle exerce selon des bonnes pratiques. D'accord. Ok, c'est vrai que dans notre entretien lors du salon Freak Logistica, on en a un peu parlé. Mais maintenant, pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à ce que vous faites, quel est le parcours enfin, en tout cas, les diplômes, je ne sais pas, des qualifications auxquelles il doit prétendre enfin, qu'il doit embrasser, faire pour pouvoir prétendre à ce type de métier-là. Parce que vous, à la base, vous êtes ingénieur agronome. Donc, par exemple, pour une jeune femme qui nous regarde, quelle est la formation qu'elle peut faire aujourd'hui, peut-être en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des écoles spécialisées dans ce domaine-là, par exemple? Alors, donc le parcours, il est simple, hein. Il existe beaucoup de normes dans tous les domaines. Il y a des D'accord. normes sur les bonnes pratiques agricoles, il y a Mhm, des normes sur les bonnes pratiques d'hygiène, il y a mhm. des normes sur les bonnes pratiques du journalisme, il y a des normes sur les bonnes pratiques du management et de l'organisation des sociétés, etc., etc. Donc, vous voyez D'accord. qu'il y a des normes sur tous les domaines de la vie d'une entreprise. Alors, pour pouvoir être auditeur dans un domaine donné, il faut avant tout avoir une formation de base dans le domaine sur lequel la norme est concernée. Par exemple, D'accord. je vous ai dit tout à l'heure, il y a des normes sur les bonnes pratiques du journalisme, par exemple. Mhm. Alors, il faut avant tout avoir une formation, connaître le milieu du journalisme. Journalisme, Si on d'accord. veut être un auditeur dans ce domaine-là, il faut avant tout donc être formé dans ce domaine-là. Ensuite, il va falloir se faire former sur la norme en question parce que Mhm. la formation de base, elle est donc, c'est la formation de base qui vous permet d'avoir de l'expertise dans le métier où vous voulez exercer une certification. Ensuite, la norme spécifique sur laquelle vous allez faire être auditeur, il faut être formé sur cette norme. Ensuite, D'accord. il faut être formé également sur les bonnes pratiques d'audit. L'audit. Et il y D'accord. a aussi une méthodologie et une norme qui permet de se former. Je n'utilise pas les termes techniques pour ne pas perdre les, 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 Les les auditeurs, ceux qui nous auditeurs. suivent, Voilà. Mais j'essaie d'être le plus simple. Donc, il comme faut possible. ensuite, voilà, se faire former sur les bonnes pratiques d'audit. Donc, ce sont ces trois spécialités-là ces trois expertises réunies qui vous permettront Mhm. donc d'être un auditeur dans un domaine donné. D'accord, très intéressant. Vous voyez, moi-même, je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc, pour vous qui nous suivez, vous avez eu l'information. Donc, voilà, si vous voulez vous lancer dans ce secteur, elle vous a donné la démarche. N'hésitez pas. Alors, peut-être que parmi vous, certains se posent la question de savoir si c'est un métier d'avenir. Est-ce qu'il y a des opportunités de carrière qui s'offrent véritablement dans ce domaine qui est la certification? On a bien compris que c'est assez vaste, ça va dépendre du secteur d'activité. Mais est-ce que en soi, devenir auditeur est un métier d'avenir? C'est quelque chose qui donne beaucoup d'opportunités aujourd'hui ou pas, selon vous? Alors, la qualité même en elle-même est un métier d'avenir, exercer dans la qualité, parce que en exerçant dans la qualité, il y a plusieurs euh, domaines d'expertise. On a parlé de l'auditeur,
mais il y a aussi l'accompagnateur, donc il y a aussi le responsable qualité. Donc, de manière générale, la qualité est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir parce que c'est un métier qui permet de toucher au management de l'entreprise, Mhm. de toucher au cœur de métier, mais également au management de l'entreprise. Donc, il vous donne une vue transversale, hein, Mhm. du bon fonctionnement d'une entreprise. Donc, de ce point D'accord. de vue-là, c'est un métier d'avenir parce que dans tous les secteurs, pour toutes les entreprises, à un moment donné, il On en faut a se poser besoin. des questions, voilà, de la bonne Mhm. gestion de l'entreprise, de comment mettre en place ces procédures, de la mise en place des tableaux de bord et des indicateurs qui nous permettent de savoir si l'entreprise évolue dans le bon sens. Donc, ça, c'est vraiment des points que la qualité adresse et de ce point de vue-là, c'est un métier D'avenir. actuel et c'est un métier d'avenir. D'accord. C'est intéressant de pouvoir noter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui nous suivez, mais voilà, c'est des métiers peut-être auxquels on ne pense pas, hein. Voilà, les enfants, quand vous leur posez la question, ils vont pas vous dire forcément qu'ils veulent être responsables qualité, ils vont vous dire pilote, avocat, médecin. Même moi-même, quand j'étais petite, je voulais être médecin, mais voilà, je fais autre chose aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous êtes dans une phase où vous cherchez de l'orientation, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire, ou peut-être si vous avez déjà eu une expérience dans le domaine agricole, dans le journalisme ou bien dans la cosmétique, vous pouvez passer à un cran supérieur en vous formant sur la qualité pour devenir auditeur par rapport à ce que vous avez dit. C'est bien ça. Ok, c'est bien compris. Donc, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas de partager la vidéo. On arrive presque à la fin. J'espère que jusqu'à ce niveau, ça a été enrichissant pour vous. Donc, moi, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de faire un monologue, mais c'est plutôt que nous puissions échanger sur cette chaîne. Donc, parlons donc de la certification toujours. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans vos activités quotidiennement en tant que manager d'une société de certification? Alors, le premier défi auquel on fait face en tant que manager d'une société de certification, peut-être avant le défi, c'est d'avoir à l'esprit quelle peut être la mission d'une société de certification africaine. Parce que Mhm. notre société est euh, avant tout une société de droit ivoirien, donc exclusivement africaine, qui a pu obtenir toutes les accréditations reconnues d'un point de vue mondial, au même titre que tous les organismes de certification dans le Mhm. monde, et donc qui se hisse à un niveau égal aux autres organismes de certification. Et donc, en tant que mission, c'est de nous intéresser aux problèmes de notre société qui n'est pas encore prise en compte dans les certifications qu'on voit jusque-là d'un point de vue international parce que nous avons des spécificités. Donc, ça, D'accord. c'est une des missions que nous nous donnons. Mais par rapport à ça, le défi auquel on fait face, en tant que société africaine, il y a souvent entre griffes des a priori parce qu'on Mhm. pense que oui, mais ça c'est africain, mais est-ce que c'est rigoureux, La que rigueur, oui. c'est reconnu, Oui, euh, oui. parce qu'on a toujours peut-être parfois tendance à penser qu'il n'y a que ce qui vient de loin Qui est qui bon. a tout, voilà, qui est bon, alors qu'on a toutes les reconnaissances et on a le même niveau d'accréditation que tous les autres organismes. Donc ça, c'est un des défis auxquels on fait face parce que notre environnement n'est pas encore habitué à des organismes de certification locaux, hein. Mhm. Dans tous nos pays, la plupart des organismes de certification sont des organismes de certification qui viennent de l'extérieur. Donc, ça, Mhm. c'est un défi, mais bon, qui ne nous empêche pas de faire notre bonhomme de chemin.
Heureusement. Et j'en profite également pour dire, hein, parce que j'ai eu le retour de certains producteurs quand je parle avec eux dans le cadre du négoce, qui me disent, qui comprennent aujourd'hui l'intérêt de se faire certifier. Mais à chaque fois, il y a la problématique du prix. Ils se disent, ah oui, non, mais ça coûte cher parce qu'il faut faire venir un certificateur de Suisse, d'Allemagne ou de France. Après, je leur dis, non, c'est juste que vous manquez d'informations aujourd'hui. On a des cabinets de certification locaux qui sont là et qui font du même travail, enfin du bon travail avec la même exigence et la rigueur internationale que qu'il faut dans ce secteur-là. Mais c'est vrai que pour le commun de tous ces producteurs, par exemple, pour eux, le certificateur, c'est celui qui vient d'ailleurs. Donc, vous qui me suivez et qui prochainement peut-être aimeriez vous faire certifier Global Gap, donc aux bonnes pratiques agricoles, vous pouvez prendre contact avec notre invité via son site internet bna.ci, je pense, c'est ça, .com. Je pense, c'est ça, .com. bnagroup.org. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez aller sur le site internet, déjà vous faire une petite idée de ce qu'ils font en termes de normes, de procédures, etc. Et moi, je vous invite à prendre attache avec eux pour vous faire certifier. Voilà. Encourager nos champions locaux, c'est aussi important. On est sur la Diaspora, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Donc ça, c'était la petite pause publicitaire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On a parlé un petit peu de beaucoup de choses et comme mot de fin, quels seraient vos conseils d'aînés, de maman? Ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux jeunes filles qui nous regardent, même aux jeunes hommes aussi, hein, parce qu'ils vont nous regarder, c'est sûr, mais c'est notre jour aujourd'hui, donc voilà. C'est notre jour et on a fait ce petit podcast dédié à la femme. Donc, quels sont vos conseils, vos recommandations pour nous, les jeunes filles africaines aujourd'hui? Alors, je vais faire une petite lucarne aux hommes, commencer un peu par les hommes et puis on terminera sur la femme qui est à l'honneur. Alors, juste la petite lucarne, c'est pour dire à tous les Africains qui entreprennent de ne pas avoir de complexe. La première chose, c'est le travail, c'est la rigueur et l'objectif aussi de pouvoir servir et faire avancer son pays et son continent. Dès le moment où on est convaincu de ces aspects-là, il faut avoir le courage. Les difficultés, il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais il faut patiemment les affronter et petit à petit, on passe les pas. Toutes les grandes entreprises qu'on a dans le monde ont connu des difficultés. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais ce n'est pas parce qu'on a des difficultés que l'entrepreneuriat est impossible. Donc ça, c'est valable pour tous, y compris les hommes. Maintenant, particulièrement aux femmes. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'on a quelque chose de manière intrinsèque qui fait de nous des aptitudes qui nous aident dans l'entrepreneuriat. Il faut le mettre à profit parce que la femme à la maison, je vous l'ai dit, quand elle dirige son foyer, vous voyez, hein, elle est à plusieurs choses à regarder, à faire attention à l'enfant, à mettre le plat sur le feu, à peut-être faire la vaisselle. Donc, elle est facilement multitâche. Donc, ça, c'est aussi une qualité qui permet à la femme, lorsqu'elle entreprend, d'avoir un regard plus facile sur ce qui se passe, être attentive pour essayer de lever les leviers ou rabaisser ce qu'il faut. Donc, encourager les femmes à l'entrepreneuriat. Il ne faut pas qu'elles se laissent abattre par des a priori, mais en s'y adonnant, il ne faut pas qu'elles oublient leur premier rôle. Avant tout, elles sont femmes. Et en tant que femmes, si elles sont appelées à développer un foyer, qu'elles soient attentives à ce foyer-là, à ne pas le délaisser voilà, à le délaisser à l'avantage du travail, de l'entrepreneuriat, même c'est valable pour la femme qui travaille ou c'est la femme professionnelle, à ne pas le délaisser parce que sa plus grande joie à un moment donné de sa vie, ce sera de voir sa famille épanouie. Femme, quoi qu'on dise,
à un moment de donné de sa vie, si elle est seule, elle le ressentira, ça apparaîtra forcément à un moment donné de la vie. Il faut Oui, ça c'est sûr. voilà, il faut être attentive à ça pour ne pas, pour avoir cet équilibre et puis construire sa vie autour de ce qu'on entreprend sans pour autant le délaisser. Me Donc, voilà délaisser. un peu, voilà les mots et encourager vraiment les femmes à entreprendre dans tous les secteurs euh, où elles sentent qu'elles ont de l'aptitude. Merci en tout cas pour ces conseils, hein. Franchement, moi j'ai beaucoup appris. Je ne sais pas pour vous qui nous suivez, mais ça a été une très très belle émission, un très bel entretien où on a parlé de beaucoup de choses. Personnellement, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tout ça avec nous. On dit souvent que l'expérience fait la différence, donc il faut souvent apprendre des gens qui nous ont précédés, qui ont vu beaucoup de choses et pour pouvoir éviter certaines erreurs, mais aussi peut-être faire mieux, voilà, et aller plus vite. Donc vraiment merci pour votre temps et moi je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, hein. Je vous souhaite de grandes réalisations en 2024. Peut-être nous verrons prochainement, voilà, si Dieu veut. Super bien. Vraiment, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite et nous vous disons à la prochaine pour vous qui nous suivez. Restez connectés sur la chaîne. N'oubliez pas de partager et de liker. C'est aussi ça, hein, encourager. Voilà. On vous ramène des personnes qui vous partagent des conseils. Donc, à vous aussi de faire votre tâche, hein, pas votre tâche, mais à vous de nous encourager aussi en laissant un petit like et un petit partage. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne fête à toutes les femmes. Au revoir. Merci à vous aussi et plein succès à votre émission. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.